Bonjour, je suis avec aujourd'hui Alexandre Darmon et Stéphane Nouet de chez Matt Distribution. Merci Bonjour. Bonjour. d'être là. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est en fait de vous présenter chacun, de nous expliquer un peu votre parcours dans ce milieu. Je vais commencer. Moi, dans le milieu de la distribution vidéo, maintenant, ça fait un peu plus de 15 ans, même presque que 20 ans que j'y suis. Moi, j'ai un parcours, j'ai fait un BTS technique commercial, j'ai été commercial dans pas mal de secteurs. J'étais vendeur chez Boulanger, j'ai bossé dans le matériel électrique, j'ai même vendu des produits véganes. Donc voilà. Et en fait, ça a commencé en 2007 où je suis rentré chez Kazé. Kazé qui était un éditeur historique d'animation japonaise, qui était en plein boom dans les années 2000. C'était l'époque de GTO, de Monster. Et donc, ça a été une révélation parce que bon, déjà, c'était une petite boîte. Il y avait quand même une trentaine de personnes. Tout se faisait en interne, que ce soit la commercialisation, la distribution, parce qu'ils avaient Mounia avait monté, qui est la présidente qui a fondé MAD, avait monté toute la distribution de Kazé. Il y avait toute la prod se faisait en interne, les sous-titrages, euh, la relation presse, le marketing, la fabrication. Et donc c'était assez fou. C'est vrai que je suis cinéphile, donc j'ai toujours adoré le cinéma, et puis l'animation japonaise, parce que je suis de la génération Club Dorothée. Mhm. Et donc voilà, je suis rentré dedans et puis j'ai pas quitté parce que bon après il y a eu Kazé et effectivement on a monté MAD en 2014. Merci Stéphane. Ok, donc j'ai fait aussi une école de commerce à l'époque, et puis j'ai commencé plutôt dans la musique. Donc je bossais pour un label français, et mon rôle était un peu à cheval sur le marketing et le commercial, mais c'est vite devenu de la gestion d'artistes après, puisque je faisais un petit peu grand écart. Je m'occupais d'un groupe de métal comme Nightwish, ouais, ou Rammstein. Et de l'autre côté, je m'occupais de Jan Mas et de Footbeat, tu vois. Donc il y avait quand même, c'était quand même un sacré écart, mais c'était rigolo parce que c'était l'époque où on pouvait se faire dans les excès, etc. Donc c'était plutôt sympa. Puis on était un petit peu, on commençait, le CD commençait quand même aussi. Donc on avait aussi des mutualisations de support. Et c'était une époque où ça allait très vite. Il y avait le digital qui commençait à arriver, qui nous faisait peur, etc., etc. Donc voilà. Ensuite, j'ai basculé dans la vidéo, puisque j'avais aussi dans la musique, je travaillais pour un label de musique pour enfants. Et donc je me suis rapproché d'une société de vidéo qui s'appelle Citel. J'ai passé 20 ans chez Citel vidéo, donc j'ai commencé commercial et puis j'ai fini par diriger le label. Et à la fin de ma période de musique, je suis passé chez Citel puisqu'il y avait une demande. Donc c'était il y a 20 ans. Ensuite, vu que Citel appartenait à un grand groupe qui s'appelait Média Participation, on avait quand même la possibilité d'avoir des accès licences assez grosses. Et il est arrivé le manga, donc avec Kana. Donc on a monté ce label Kana Home Video. Et voilà, j'y suis resté 18 ans et j'ai rejoint il y a à peu près 10 mois MAD, plus en tant que responsable du développement, alors sur une partie commerciale, mais surtout sur une partie éditeur, puisque MAD a quand même 3 catégories de produits, mais bon là pour le coup, ce qui nous intéresse c'est la vidéo. Mais Matt fait aussi des jeux de société, des puzzles et des produits dérivés. Donc, je suis un petit peu sur ces 3 typologies de produits et plutôt en bac de l'histoire, du développement de produits ou de ramener des labels, des éditeurs et tout ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre rapport à la vidéo et aux produits physiques, notamment aux beaux coffrets qui sont derrière toi, par exemple, Stéphane, à ces beaux produits? Produit physique, j'ai commencé assez tôt ma vie de cinéphile.
Ça a été, alors, c'est pas très original, mais c'est quand j'ai vu Pulp Fiction au cinéma. Donc, ça a été une révélation où j'étais peut-être spectateur lambda. Et donc, après, j'ai lu beaucoup d'interviews de Tarantino, qui est lui-même cinéphile. Et donc, bah, je me suis mis à découvrir tous les réalisateurs dont il parlait, De Palma et tout ça. Et à l'époque, on se contentait des films qui passaient à la télé. Donc c'était, j'allais à la Fnac Déal, et j'ai récupéré des VHS. Et pourquoi la Fnac Déal? Parce que c'est là où ils vendaient des VHS en sous-titré français. Ouais. Parce que sinon, dans les partout, c'était en doublé, mais il y avait quelques éditions en sous-titré français. Donc j'ai commencé par là, quelques VHS. Je suis assez rapidement passé au Laserdisc. Mhm. Donc là, c'était fou. Enfin, je trouve que le support était super, il était magnifique. Enfin voilà, magnifique. Enfin, taille vinyle et tout. Et après, comme tout le monde, bah voilà, sur le DVD. Donc j'ai chez moi énormément de DVD. J'en ai toujours acheté. Et puis là, bah, comme tout le monde, c'est que je passe. Alors, je suis passé bizarrement très tard au Blu-ray. Je sais pas, moi, j'avais mes DVD, c'est que ça me convenait très bien. Puis effectivement, bah, tu achètes une télé un peu plus grande et bah, tu te rends compte que la définition n'est pas hyper bonne. Donc, je suis passé au Blu-ray et puis là, récemment 4K. Et donc, voilà. Donc, bah, après, je suis comme tout le monde. Je change de support sur les films que j'adore vraiment. Ou là, où je m'équipe. En tout cas, je l'achète une édition 4K pour, je me dis, avoir l'édition définitive. Donc, jusqu'à après, bon, normalement, il paraît que le 4K, voilà, on peut pas aller plus loin, mais donc voilà, donc ouais, je suis vraiment attaché au support et j'ai toujours acheté des DVD Blu-ray. Et puis en travaillant, c'est mon métier aussi, donc du coup, bah, je suis d'autant plus tenté, quoi. Alexandre? Moi, au départ, j'étais quand même dans une société où on avait quand même des licences assez old school quand même, puisqu'on avait Tintin, Père Castor, ce genre de choses. On était quand même assez spécialisé dans l'animation jeunesse. Et donc, l'objectif, même si ma première vocation était d'être commercial quand même, quand je suis rentré dans cette société, on nous a très vite fait comprendre l'importance du packaging. Donc, notre mission, même en tant que commercial, était de se dire qu'est-ce qu'on peut proposer au public, mais pas avec un big renouvelant de licences, mais avec les licences actuelles. Donc, j'ai passé une bonne partie de mon temps à faire du neuf avec du vieux. Donc, chaque année, il fallait sortir des coffrets, des nouvelles jaquettes, etc., des Tintins, des Père Castor, etc. Mais c'était toujours le même programme, mais il fallait, soit on pouvait l'enrichir sur des collecteurs, etc. Mais c'était un peu ça. Moi, honnêtement, je viens vraiment plus de la musique. Donc, comme dit Stéphane, sa révélation, c'était Pulp Fiction quand il l'a vu. Moi, ma révélation, c'était quand je suis arrivé dans un concert et que j'ai vu l'organisation et l'engouement que ça pouvait donner au public, etc. Pareil, moi, j'ai eu cette révélation et j'ai commencé par la musique. Mais forcément, on est dans un milieu un petit peu dit d'entertainment. Donc, la musique, le cinéma, c'est quand même ça se touche un peu quand même. Donc après, j'ai basculé là-dedans. Mais ouais, voilà, c'était un peu ça ma mission première, faire du neuf avec du vieux. Et la deuxième partie où là, c'était assez sympa parce que ça s'équilibrait quand même, c'est quand on a commencé à travailler le manga. Donc il y avait rien, hein. Moi, je me rappelle un jour, il y a notre big boss qui est arrivé dans le bureau et qui a dit on a chopé Naruto, personne ne connaît, mais vous allez voir, ça va cartonner. Bon, ok. Donc le travail éditorial n'était pas le même, le travail commercial n'était pas non plus. On ne savait pas ce qui allait se passer. Et après, ça, on a très vite compris ce qui allait se dérouler sur cette licence, puisqu'on subissait plus que on proposait. C'est-à-dire que même les enseignes comme Carrefour, etc., appelaient nous, alors qu'on était éditeur. On avait un distributeur qui était la Fox à l'époque, et qui nous disait, mais nous, on en veut, vous êtes obligés de nous en vendre, etc., etc. Et on savait pas ce qui nous arrivait. Et honnêtement, je pense que tout label a dû passer des bonnes nuits blanches pendant quelques mois. Là, on était submergés par l'événement, par la notoriété que prenait Naruto finalement. Et après, on a développé plusieurs licences derrière, et ça s'est un peu calmé. Et on a trouvé un peu nos marques, etc. Mais c'était intéressant. C'était deux mondes différents, mais
mais sympa quand même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la spécificité de ce métier de distributeur par rapport à l'éditeur, et puis les spécificités que peuvent poser la vidéo dans ce métier de distributeur? Bah, le distributeur, en gros, pour schématiser, on fait le lien entre l'éditeur et le magasin. Un éditeur nous confie un catalogue et donc il a une planning de sortie. Donc en amont, c'est travailler ses sorties tout d'abord avec l'éditeur. Quel format, la quantité à produire, le tirage, le bon moment pour le sortir, la date idéale. Et après, notre travail, c'est de proposer ces titres de ce qu'on appelle le retail, donc au magasin, et de pouvoir travailler déjà les quantités, les placements, la visibilité magasin. Donc ça se passe avec les acheteurs, savoir s'il y a besoin d'une bannière, de celle des magasins. Et donc en fait, on fait ce lien entre les deux. Le métier distributeur, notamment dans la vidéo, a beaucoup changé en quelques années, parce que c'est vrai que comme disait Alexandre sur la musique dans les années 2000, la vidéo subit ce qu'a subi un peu la musique avec le streaming, c'est-à-dire qu'il y a eu depuis plusieurs années, c'est vrai qu'il y a eu une baisse des ventes sur la vidéo, et que le marché tend, on en parlera peut-être tout à l'heure sur les éditeurs, mais le marché tend vers un marché de niche beaucoup. Quand il y a eu le boom à l'époque de Naruto et tout ça, de la vidéo, c'est vrai que c'était fou, parce que en gros, sur les implantations, c'était implanter le plus possible de produits. Et aujourd'hui, on est sur des quantités limitées et il faut faire très attention d'implanter la bonne quantité au bon endroit. Suivant les enseignes, il y a un film qui va plus ou moins marcher suivant les enseignes. Et donc ça, c'est notre travail aussi, parce qu'aujourd'hui, on peut pas se permettre, je sais pas, dire une bêtise sur la quantité, mais on va se permettre d'implanter 20 000 pièces. Alors c'est beau, le produit sera partout. Mais après, si on vend que 10%, ça va être compliqué de gérer les retours et tout. Donc c'est bon pour personne, que ce soit le premier touché, l'éditeur, et le distributeur et les magasins. Parce que les retours, ça coûte énormément d'argent. Alors, comment ça fonctionne la distribution? Aujourd'hui, c'est comme sur le marché du livre, c'est-à-dire qu'il y a un droit de retour. C'est-à-dire qu'on vend au magasin, que ce soit Cultura, Leclerc, Fnac, Auchan et autres. Et les magasins ont un droit de retour sur les invendus. C'est le même principe que sur le livre, la bande dessinée. La musique aussi, Alexandre, si tu m'arrêtes si je me trompe, mais fonctionne aussi comme ça. Ce qui permet d'avoir de la visibilité, que votre titre soit visible partout. C'est plutôt une bonne chose, parce que ça donne la chance à tout le monde. Et les magasins, en gros, le but, c'est que votre titre soit le plus visible possible, que le consommateur voit que le titre est disponible et qu'il sort. Alors ça a changé un petit peu aujourd'hui. Effectivement, ce que dit Stéphane, c'est que il y a quelques années, c'était beaucoup plus compliqué. On pouvait avoir des réelles difficultés financières si on n'arrivait pas à gérer notre flux, puisqu'il y a quelques années, on vendait aux enseignes, au retail. La Fnac nous achetait une quantité sur un titre, et donc on facturait directement. Le problème, c'est que quand ça se vendait pas, comme le disait Stéphane, il y avait un droit de retour. Et donc là, il fallait avoir les reins solides, parce qu'il y a quand même des thématiques dans la vidéo, mais dans la musique un peu plus vraiment dans la vidéo. Il y a des thématiques comme Noël, où les coffrets c'est un petit peu cher, un peu plus élaboré. Et si ça fonctionne pas, on avait des mois de février un peu douloureux sur les retours. Donc ils ont un peu lissé tout ça. La distribution, on a un petit peu lissé tout ça en accord avec le retail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la majeure partie, c'est pas encore complètement comme ça, mais la majeure partie, on appelle ça de la consignation. C'est-à-dire que on n'achète plus, le retail ne nous achète plus directement une certaine quantité sur les titres. Ils prennent les titres et ils nous les facturent dès qu'ils les ont vendus. Ce qui permet de lisser un petit peu, si tu veux, le business retail, distribution, etc. Donc, on n'a plus ces retours en tant que distributeur, ces grosses masses de retours périodiques. Et donc, c'est confortable pour le distributeur, mais au final, aussi pour l'éditeur. Parce que on arrive mieux à gérer des tendances de vente
sur une certaine thématique. Et donc, l'éditeur peut fabriquer un peu plus raisonnablement certains titres. Et donc, ça rend le marché beaucoup plus sain, en fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu vos rôles au sein de la société MAD? Donc moi, je suis directeur commercial. Je m'occupe en fait alors je m'occupe de la relation éditeur, hein, donc justement de travailler les plannings en amont et la relation avec le retail, donc avec les principaux acheteurs et donc le placement des titres. Après, je reste uniquement sur la vidéo parce qu'effectivement, on a plus d'autres activités comme le de société et tout ça. Bon, chez MAD, on est une petite structure, on est 6. Comme dans toute petite boîte, on est amené à faire plein de choses différentes. Alors moi, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me passionne, mais pour rester sur la partie vidéo, c'est mon rôle principal. Moi, je suis arrivé chez MAD. Bon, MAD, de toute façon, je les connaissais depuis un moment, puisque quand j'étais chez Citel, il y avait une partie de mon catalogue que je confiais à MAD, essentiellement sur le manga. Donc, on se connaît depuis un moment avec Stéphane et puis avec Mounia. Et il est vrai que quand je suis parti de chez Citel, Mounia m'a contacté, puisque en fait, MAD aujourd'hui cherche à grandir et à développer aussi d'autres catégories de produits et aussi à devenir un petit peu plus éditeur. Puisque aujourd'hui, MAD, dans la vidéo, n'est que distributeur. MAD a une volonté de pouvoir éditer ses propres IP. Donc, qu'est-ce qui se passe il faut être amené à rechercher la disponibilité des droits, etc., etc. Donc, comme disait Stéphane, on est une équipe de 6-7 personnes. Au sein de MAD, personne ne le faisait. Donc, après concertation avec Mounia et ensuite avec Stéphane, on a décidé pourquoi pas de développer ça. Donc, moi, je m'occupe du développement sur la partie de la création d'un label, déjà, sur les 3 activités, enfin, surtout sur 2 activités, bien évidemment la vidéo et les jeux de société puzzle. Ça, c'est cette partie-là. Donc, on a des choses qui vont arriver qui sont assez sympas, qu'on peut pas parler encore tout de suite. L'autre partie, on avait constaté dans la distribution, en fait, que il y avait un énorme mouvement, une énorme mutation, étant donné que les gros distributeurs comme Sony, comme Universal, arrêtaient la commercialisation en direct retail et confiaient leur catalogue finalement à un distributeur qui s'appelle ESC Distribution. Moi, j'ai travaillé avec eux au tout départ avec eux, donc on se connaît bien. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une contraction finalement de la distribution. Je parle en termes de masse, hein, parce que c'est compliqué. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Universal est allé chez ESC, Sony est allé chez ESC, Paramount, la même chose, etc. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'il restait vraiment Warner Music. Warner Music, ça bouge un peu aussi. ESC, après, il y avait des gros indépendants comme Arcades, comme C7, etc. Ouais. Avec Stéphane et Mounia, on s'est posé la question, on s'est dit, mais en fait, finalement, nous, on se situe comment qu'est-ce qu'on peut proposer? Ça ne nous branchait pas trop de proposer finalement la même chose que nos copains. Donc, on avait une réflexion différente. Donc, on a décidé finalement, alors je pense qu'on peut peut-être un peu en parler un peu plus tard, mais on a décidé finalement d'avoir une politique de retail et de distribution plus axée sur les éditeurs indépendants qui avaient justement des difficultés à exister. Ce que évoquait tout à l'heure Stéphane. Donc, on a parlé un petit peu de ça. Et puis, c'est vrai que moi, ça fait quand même 20 ans que je suis là-dedans. Donc, j'avais des liens avec pas mal d'éditeurs. Et donc, on s'est dit, bon, bah, on va essayer de recruter un peu des éditeurs pour étoffer notre catalogue. Parce que une bonne partie de la distribution de notre catalogue était concentrée sur un éditeur, un gros éditeur qui s'appelle Halsey Anime, qui marche très, très bien. Et aujourd'hui, finalement, on a à peu près une quinzaine d'éditeurs et on représente une bonne partie finalement des éditeurs indépendants. Parce qu'on a su les convaincre que finalement la distribution, le fait de travailler avec un distributeur, c'était pas dramatique, c'était pas l'horreur, ça coûtait pas forcément cher. Il fallait simplement fixer les conditions de là où pouvait aller un éditeur, là où il pouvait pas aller. Et donc, nous, on propose ce système à carte avec eux. On est très à l'écoute de nos éditeurs.
et de leur objectif finalement. La première question qu'on pose systématiquement à nos éditeurs, c'est mais tu veux faire quoi? Tu veux quoi? Comment tu veux exister? Et donc ensuite, on lui propose quelque chose. Sur certains supports, on peut l'aider, on peut donner notre expertise. Et donc c'est ça qui a séduit un petit peu rapidement finalement une dizaine d'éditeurs. Là, on vient de rentrer dernièrement Backfilm, qui est un éditeur historique de la vidéo, donc il a travaillé avec nous. On a rentré aussi Factories, qui était chez d'autres distributeurs auparavant, mais encore plein d'autres. Hein. Donc voilà, on suit un petit peu notre idée, notre façon de voir la distribution aujourd'hui et notre façon de comment on peut être au service justement des éditeurs qui n'ont pas eu les moyens aujourd'hui d'exister. On l'a vu rapidement parce que en fait même le retail venait nous voir et nous disait mais on a besoin de ces titres-là, comment on fait pour les avoir? Les éditeurs finalement ils savent pas travailler le retail et nous on s'est positionné finalement là-dessus. Donc il y a des éditeurs qui ne voulaient pas entendre parler de retail, hein. Chat qui fume par exemple, enfin, il n'y a pas de secret, hein, ou Intersection, ou MDC Film, ce type d'éditeurs. On les a convaincus, on a travaillé en confiance et aujourd'hui ça se passerait très bien. Pareil pour Roboto Film, ça a été notre premier réel. Quand moi je suis arrivé, notre premier éditeur qui nous a rejoint, ça a été Roboto. Il nous a suivi. Et voilà, ça passe plutôt bien. Ce qu'on propose aussi, c'est un vrai suivi avec ces éditeurs, et je pense que c'est important de les accompagner dans leurs projets. On a une ADN, on a toujours travaillé avec des éditeurs, c'est-à-dire qu'au sein de Kazé, on était au sein de la maison d'édition, donc on connaissait les problématiques d'un éditeur, au niveau de la production, tout ça, enfin bref. Quand MAD, alors un petit historique de MAD, c'est vrai que quand MAD s'est monté en 2014, donc on a poursuivi l'activité vidéo et en fait on a été associé à Olzy Anime. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Olzy Anime, c'était que des anciens de Kazé, qui en fait monté une nouvelle structure, Olzy Anime. Et donc c'est pareil en fait avec Olzy Anime, depuis le départ, on travaille en amont des projets. Et donc c'est vrai qu'on apporte cette plus-value, c'est-à-dire que on n'a pas que ce regard de distributeur, on a aussi ce regard d'éditeur. Et on connaît les problématiques et voilà. Et encore une fois, ce que disait très bien Alexandre, c'est des petites structures. Souvent, ils sont seuls, 2 personnes. Certains ont un boulot à côté, donc ils n'ont pas spécialement le temps. Donc, c'est vraiment les accompagner, les rassurer et pas faire n'importe quoi. Effectivement, comme je disais tout à l'heure sur les quantités, c'est pas dire c'est bon, on en fait 10 000, ne vous inquiétez pas, je vais les placer, je vais faire des CLV, mais voilà, après, il faut que ça se vende après derrière. Donc, et c'est ce qui a rassuré effectivement ces éditeurs, ou notamment d'autres éditeurs qui ne souhaitaient pas passer par une distribution et vendre au retail, parce que c'est vrai que là, comme on a vu, il y a beaucoup de petits éditeurs qui ont popé ces dernières années. L'un des plus connus, effectivement, Chat qui fume, qui a fait un truc, qui existe depuis pas mal de temps maintenant, hein, mais qui fait un truc super, c'est-à-dire qu'il a son site, et c'est vrai que il a une communauté qui le suit. Il a un site internet où il fait des éditions, il produit quantité, c'est entre 1000 et 1500, il produit, il vend tout. Mais après aussi, c'est qu'il y a toute une partie qui ne touchait pas en fait. Il a ce communauté qui le suit, mais il y a toute une partie qui n'avait pas accès à ces films, et on a réussi à le convaincre là-dessus pour lui dire, voilà, je pense que tu as vraiment quelque chose à faire à proposer tes films à la Fnac, à Cultura, à Leclerc, parce qu'il y a une vraie demande. Le marché a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, on arrive sur un marché de niche, et donc les gens sont des vrais spécialistes, ils veulent découvrir des pépites qu'on ne trouve pas sur Netflix, qu'on ne trouve pas sur Amazon. Et quel est le frein en fait principal d'un chat qui fume, par exemple, par rapport au retail? C'est quoi sa récrimination principale? La première, c'est la marge, effectivement. Le distributeur, nous, on prend une marge, bien entendu, et le magasin, le retail, prend une marge. Donc, à la fin, il ne reste pas grand-chose. Donc ça, je pense que c'est le frein principal. La deuxième, ça a été effectivement peut-être des premières expériences où ils ont eu énormément de retours d'invendus, où ils ont eu une espèce de déception là-dessus en fait, et que mine de rien, parce qu'en plus quand on a des retours d'invendus, il y a tout un traitement, il faut souvent solophaner parce qu'il y a des étiquettes sur les magasins, tout ça. Donc je pense que ça a été les deux freins principaux. Je ne sais pas si tu en vois d'autres, toi, Alexandre. Oui, mais c'est surtout aussi une question de process. C'est-à-dire que les process aujourd'hui ont vraiment bien évolué.
Donc, on arrive à identifier facilement où c'est que les coûts puissent monter. Effectivement, ce que disait Stéphane, la marge, quand on est éditeur et qu'on veut financer un film, ça se fait pas comme ça. Alors, on dit, oui, il y a des gens, ils bossent à côté, etc. Mais ils ont quand même de la notion d'editing. Ils savent qu'il faut un authoring, ils savent qu'il faut acheter une licence, faut respecter certaines choses. Ensuite, il y a la fabrication, il y a la commercialisation, le marketing, etc. Donc, effectivement, quand on est un petit éditeur, un sou est un sou. On peut pas se permettre de dépenser à l'aveugle. Quand ils arrivent dans le retail, ils sont surpris finalement. Ah, mais j'étais pas au courant que les marges elles étaient aussi serrées, etc., etc. Donc là, il y a un frein. Les éditeurs comme Le Chat qui fume, qui ont lancé leur site internet et qui fonctionne très 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 bien. Hein. Donc ils ont pu contrer un petit peu ce système retail. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que on se retrouve confronté au fait que il faut s'adapter aussi à l'habitude d'achat du consommateur. Le consommateur, il y en a, ils n'ont pas envie d'acheter sur Internet, etc. Ils ont besoin d'aller dans leur magasin, de pouvoir regarder un petit peu les sorties, etc. D'entendre parler un titre. Ah, tu l'as pas en magasin. Ah, c'est dommage, j'aurais bien acheté, etc. Et en fait, on a vraiment ressenti ça. Et nous, on donne justement accès à ces éditeurs-là en leur expliquant que c'est pas si compliqué que ça, qu'on est là aussi pour mettre en avant leur catalogue, de se battre sur les remises, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une proposition qui puisse être adaptée à leur envergure. Il y a aussi autre chose qui rentre en compte aujourd'hui, mais ça c'est peut-être plus technique, on va dire. Les éditeurs savent qu'il y a une grosse institution en France qui s'appelle le CNC et qui délivre des subventions sur des films, du patrimoine, ou s'il y a une certaine valeur ajoutée, on peut pas sortir un film comme ça et demander au CNC de l'argent s'il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, les éditeurs, ils font du très bon travail, ils arrivent à trouver des bonus, ils mettent des livrets à l'intérieur, des posters, des scènes rares, des interviews, etc., etc. Et grâce à ça, ils ont la possibilité d'avoir l'accès au CNC. Et le CNC a quand même des règles, puisque c'est quand même un financement d'État, donc il y a quand même des règles. Et le CNC souhaite que ces produits soient disponibles pour tout le monde. Donc, tu vois, ces éditeurs se retrouvent confrontés à que leur site internet et répondent pas forcément aux attentes du CNC. Donc, ce que je suis en train de te dire, ça vient d'arriver. Donc, les éditeurs aussi ont revu complètement, finalement, la manière de commercialiser leur œuvre. Ça a été la croisée des bons chemins, puisque nous, ce que l'on propose reste dans la ligne des éditeurs. Et comme le disait Stéphane, on est assez proche de nos auditeurs, c'est-à-dire que on les conseille vraiment sur les mises en place, sur la façon de présenter leurs titres, etc., etc. Donc, on n'est pas qu'un distributeur. On n'a pas un fichier Excel avec une liste de titres et on propose ça au retail, on leur dit, bah vas-y, sers-toi, quoi. Et il y a 15 ans, ça. Aujourd'hui, c'est un peu plus technique, quand même. C'est un peu plus technique. Et ce qui est important aussi, travailler le fond, parce que moi, j'ai eu l'habitude de travailler ce fond. C'est-à-dire, quand on travaille juste avec un seul éditeur, ben, on fait attention à son catalogue, pas déprécier le prix, enfin pas baisser le prix trop rapidement, bosser vraiment le fond de catalogue et tout ça. Et je voulais juste rajouter une chose, parce qu'on a peu parlé du retail, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a la chance d'avoir des enseignes qui continuent à vendre du support physique. C'est pas le cas dans d'autres pays. Je pense notamment à l'Angleterre, où depuis très longtemps, il doit y avoir quelques magasins dans des grandes villes, mais tout passe par Amazon, enfin en tout cas sur de l'e-com. Mais on a de la chance d'avoir des enseignes. Alors, j'en cite trois, parce que c'est vrai que c'est les trois. Il y a Leclerc, Cultura, Fnac, qui se battent tous les jours pour conserver des rayons vidéo. Et c'est géré par des passionnés, tous, que ce soit Leclerc, Cultura ou Fnac. Ce sont tous des passionnés du support physique, du cinéma en général. Et on a cette chance en France d'avoir encore ces enseignes qui proposent du produit physique et qui n'ont pas abandonné. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu faire comme on fait dans notre pays, de se dire on met tout sur Internet et tout se vendra sur Internet. Donc c'est pas le cas. Et c'est ça aussi qu'on met en avant quand on rencontre un éditeur, c'est que aujourd'hui, votre film, il peut se retrouver dans un espace culturel où quelqu'un n'a pas l'habitude de commander sur Internet et n'a pas accès à d'autres magasins. Et donc, on a vraiment cette chance d'avoir en France, ces magasins qui continuent à vendre du support physique, et ils sont nombreux, parce que juste ces trois enseignes, ça représente plus de 400 magasins, donc c'est pas rien.
c'est vraiment pareil. C'est une façon d'assurer une distribution large, une visibilité large, en fait. Parfois d'œuvres méconnues ou un peu oubliées. Donc là, on en arrive effectivement à votre catalogue d'éditeurs qui sont donc pour beaucoup des petites structures. Avec parfois une poignée de titres au catalogue. Comment se constitue ce catalogue? Est-ce que vous allez les chercher? Est-ce que eux viennent spontanément vers vous? Comment ça se passe aujourd'hui? Les deux. Ce qui s'est passé, c'est que au mois d'octobre, octobre, c'est ça, Stéphane, c'était le salon du DVD à Lyon, hein, c'est ça? Ouais, en octobre, ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un tout petit salon, mais on a la possibilité de rencontrer les éditeurs et de voir un petit peu ce qu'ils font, etc. Donc, c'est plutôt sympa parce que finalement, on peut pas trop les voir s'exprimer, voir un petit peu ce qu'ils sont capables de faire et puis surtout discuter directement comme ça en passant. Donc, c'était plutôt une bonne chose. On y était et on a discuté avec pas mal d'éditeurs, on s'est revus. Et donc, bien sûr, au départ, on est allé leur proposer nos services, leur expliquer notre façon de voir les choses. Et maintenant, on a un peu cette chance-là, on a un peu le retour, c'est qu'on nous appelle pour pouvoir travailler avec certains éditeurs. Donc, c'est plutôt bien. Donc, c'est un peu les deux sens aujourd'hui. Mais quand même, aujourd'hui, ça bouge beaucoup parce que le marché est assez instable, surtout du côté des distributeurs, donc, mais des gros distributeurs, puisque Warner, ça va beaucoup évoluer. Et honnêtement, le fait que Warner va modifier son process cette année, c'est un petit tremblement de terre quand même dans la distribution, aussi bien par rapport au retail, on parle de la Fnac, on parle de Cultura, etc. Et on se dit, mais comment finalement le paysage de la distribution va se reformater? Parce que chez Warner, effectivement, il y a toute la production américaine, mais Warner a aussi des éditeurs locaux. Ouais. Donc voilà, on est un petit peu dans l'expectative, on se dit tiens, comment cette distribution va se reformater finalement. Nous, de notre côté, on n'est pas trop inquiet parce que on a fixé nos objectifs et notre ligne de conduite, donc on sait ce qu'on fait, on sait où on va. Après, on n'est pas à l'abri de pouvoir travailler avec d'autres éditeurs un peu plus étoffés, mais c'est pas forcément notre volonté première parce qu'autrement, si on fait comme les autres, on n'y arrivera pas. Donc là, aujourd'hui, on propose une alternative parce que le marché se resserrait et bon, pas citer, mais il y avait deux très gros distributeurs. Donc effectivement, on proposait cette alternative et un peu petits éditeurs, l'impression d'exister au sein d'un gros catalogue. Donc effectivement, là, notre volonté, là, s'il y a des nouveaux éditeurs qui arrivent, on les rentrera, mais effectivement, on aura atteint. Si à un moment on sent qu'on a atteint notre limite. Voilà, on arrêtera parce que ce qu'il faut, c'est continuer à donner le temps nécessaire à chaque éditeur. Et j'ai, moi, personnellement, en plus, pas envie de changer ça. C'est pas ce qu'on disait tout à l'heure, que ce soit pas qu'un fichier Excel et puis qu'on enchaîne les sorties. Donc voilà. Mais oui, comme dit Alexandre, de toute façon, aujourd'hui, on est contacté aussi. Et puis, tant qu'on peut grossir et faire rentrer de nouveaux catalogues, on fera. Mais voilà, on sait exactement où on veut aller, où on veut aller. Et je sais pas, pour répondre peut-être tout à l'heure à ta question, Stéphane, sur les choix de titres, c'est ça, sur les éditeurs ou Oui, sur l'identité, sur voilà quel type de produits sont soutenus par ces éditeurs. Est-ce que vous faites un choix? Est-ce que ça peut vous arriver? Est-ce que vous envisagez de pouvoir dire non, par exemple? Il y a un éditeur à part, c'est effectivement Oxéanime, où là-dessus, on travaille en amont sur les choix des licences, les titres, les supports, mais parce que ça, voilà, on a un partenaire historique, voilà. Après, sur les autres éditeurs, nous, on n'a pas du tout le choix sur les titres parce qu'effectivement, ils ont tous leur ligne éditoriale et donc là-dessus, on les suit dans leur projet. Effectivement, on peut être amené en amont à leur dire attention, là, ça va être compliqué sur ce film, mais c'est plus sur les quantités ou sur effectivement le choix du coffret, en tout cas le choix de l'édition. Mais non, quand on signe avec un éditeur, on va pas dire non sur un titre. On va l'accompagner sur ce titre. Si l'éditeur y croit, on l'accompagne. Et puis, on n'a pas la science infuse. On peut se tromper sur certains titres qui pensaient que ça n'avait pas du tout marché et ça marche. Donc, le but, c'est de les accompagner au mieux. Mais bon, effectivement, on n'a pas notre mot à dire sur les titres. Et puis, heureusement, parce qu'ils ont leur
leurs objectifs et leur ligne éditoriale à eux. Et de toute façon, quand on prend un éditeur, on est conscient de la politique éditoriale qu'ils ont, hein, parce qu'ils savent quand même ce qu'ils font. C'est pas les éditeurs qu'on signe, c'est pas des titres fourre-tout où on peut passer de la comédie à de la science-fiction, etc. Ils ont quand même leur propre identité. Donc là, effectivement, comme le dit Stéphane, on peut pas leur dire qu'ils se trompent ou quoi que ce soit. On peut juste les conseiller en leur disant attention, là, le marché va peut-être pas forcément l'accepter comme toi tu peux l'imaginer. Dans le choix en amont de la décision de travailler avec un éditeur ou pas, jusqu'à présent, on a toujours matché avec les éditeurs qui nous ont contactés, ou alors quand on va les chercher, on sait pourquoi, mais ceux qui nous ont contactés, on a toujours un peu matché, parce qu'on a compris, finalement, ils ont un discours qui est assez cohérent, ils savent ce qu'ils veulent, ils sont assez lucides aussi sur le marché, donc pour l'instant, ça se passe très très bien, mais après, je sais pas, faut tout faire un monde, il peut s'avérer qu'on puisse refuser un éditeur parce que c'est simplement, si on refuse un éditeur, c'est que on n'a pas un ressenti sur son catalogue et sur le potentiel quand même minimum qu'on pourrait avoir avec lui, parce que c'est du travail quand même. Il faut arriver à convaincre, etc., etc. Si on le prend pas, si on prend pas un éditeur, on l'orientera. Tu parlais de Warner, juste pour préciser dans cette vidéo. Donc Warner, finalement, c'est quand même le dernier studio en France, dernier studio américain qui se distribue directement, mais qui a effectivement cette particularité, comme ont eu d'autres, comme Paramount, comme Sony ou la Fox, de distribuer aussi d'autres structures françaises. Donc là, par exemple, Warner aujourd'hui s'occupe de Koba, de Wildside, de Jokers. Donc si demain, effectivement, Warner se retrouve à être distribué à la façon d'un Sony, d'un Paramount, par ESCD ou un autre, donc il y a tous ces petits catalogues, enfin petits ou gros catalogues qui deviennent dispo. Jusqu'où vous avez envie d'aller pour accompagner éventuellement ces structures-là? Est-ce que vous avez une espèce de masse critique au-delà de laquelle vous n'avez pas envie d'aller, ou est-ce que finalement sky is the limit et vous êtes open? En fait, c'est une question de... C'est un peu plus complexe que ça, en fait. Tu cites des éditeurs comme Jokers, etc. Je vais pas trahir de secret, mais il y a quand même certains éditeurs qui demandent aux distributeurs de s'occuper de la fabrication. Nous, aujourd'hui, on peut pas assumer, pour des gros éditeurs, en tous les cas, on peut pas assumer la fabrication parce qu'on n'est pas assez staffé, parce que c'est quand même un travail plus que, comme le disait Stéphane, hein, nous on vient d'édition, donc on connaît. Donc on connaît l'implication et la masse de travail que c'est. Donc là, comme ça, dans l'immédiat, ça serait peut-être un des premiers freins où on dirait, bah nous, on peut pas prendre en charge la fabrication. Mais après, le reste, on connaît ce métier depuis très longtemps avec Stéphane et avec Ounia aussi, et les personnes qui travaillent chez MAD. Donc non, je vais pas dire sky is the limit, mais s'il y a un éditeur qui est en difficulté et qui souhaite avoir une distribution, ben on est là, on répond présent. On est distributeur, on est là pour ça. Tu vois. Après, voilà, s'il y a une partie fabrication où on doit prendre en charge, aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire. Aujourd'hui, mais après, tout peut évoluer. Tu sais, quand ces distributions sont arrivées et qu'on récupéré certains catalogues, moi, je les connais très bien parce que c'est des amis. Ils ont été victimes un petit peu de leur succès. Et ils ont grossi très très vite et ils se sont adaptés. Si ça nous fait nous arriver, on essaierait de faire ce qu'il faut, en tous les cas. En tout cas, on sait faire. Pour l'instant, voilà, c'est pas forcément à l'ordre du jour. Et après, on sait pas trop comment, parce que c'est quand même un petit peu secret, et ce que je peux comprendre, hein, on sait pas trop un peu comment Warner va se positionner, comment ça va se passer, est-ce qu'il y a un réel accompagnement? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que tous ces grosses majors qui se distribuent eux-mêmes et qui ont tous arrêté, en fait, ça a ouvert leur catalogue. C'est comme ça qu'on a eu tous ces petits éditeurs qui ont popé parce que ils ont découvert que effectivement, ils pouvaient aller piocher dans les catalogues de majors et parce que en fait, eux, ils se préoccupaient plus de leur fond de cata. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est les nouveautés et puis leur 20-80, leur blockbuster. Et c'est pour ça que depuis plusieurs années, il y a plein de petits éditeurs qui pop parce que
il y a énormément de titres qui sont pas du tout exploités par ces majors aujourd'hui. Oui, on peut citer Universal, MGM, Paramount qui sont exploités par Elephant, Les Gardiens du Cinéma, Rimini. Exactement. J'aimerais bien que vous nous parliez quand même de All the Anime, de ce rapport historique que vous avez avec cet éditeur qui fait quand même un travail assez, je trouve assez exceptionnel en termes d'édition, qui fait des belles éditions avec des beaux coffrets, qui est très soigneux de ces éditions. Donc déjà, j'aimerais que vous nous parliez de ce rapport avec cet éditeur. En gros, c'est beaucoup d'anciens de Kazé. En fait, Kazé a été à l'origine fait par Cédric Littardi, qui est quelqu'un d'assez connu dans le milieu du manga, de l'animation japonaise. Il est notamment, il a été à l'origine du magazine Animeland. Et donc il a créé Olzianim. Olzianim à la base, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont basés en Écosse. Et donc ils ont leur branche française, olzianim.fr. Donc Olzianim, c'est la suite de Kazé, de ce que pouvait faire Kazé. Dans les années 2000, bon, Kazé, alors effectivement, ça a été le boom des séries. Ça a été, là, le plus gros succès, ça a été GTO Monster, les séries qui avaient été diffusées à l'époque sur Canal, comme il y a eu avec Dybex, Cowboy Bebop, tout ça. Donc, ça a été gros succès. Il y avait eu aussi Lodos. Mais Kazé aussi, à l'époque, ça a été faire émerger de nouveaux réalisateurs. Parce qu'on parle beaucoup de Miyazaki quand on parle d'animation japonaise, Miyazaki, mais je sais plus, quand ils ont commencé en 2005-2006, ils ont commencé à sortir des films au cinéma et ils ont fait émerger des nouveaux réalisateurs qui maintenant sont très connus. Donc, c'est Mamoru Hosoda, c'est Makoto Shinkai. Et donc, ils avaient une vraie politique d'auteur. Alors, c'est bien, il y avait Miyazaki, mais c'était l'arbre qui cachait la forêt. Et donc, dire, bah non, mais en fait, il y a plein d'autres productions au Japon au cinéma et plein de réalisateurs talentueux qu'ils ont fait connaître. Et donc, All Anime a pris vraiment la suite de ça parce qu'en fait, ils ont continué à suivre alors notamment ces deux plus connus, Makoto Shinkai et Mamoru Hosoda. Alors, Makoto Shinkai, c'est quoi? C'est Your Name, c'est l'un des plus gros succès sur All Anime. Et donc, ils ont sorti toute sa filmographie. Mamoru Hosoda, alors, l'un des films les plus connus, c'est Les Enfants Loups, mais récemment, c'est Ben ou Mirai, ma petite sœur. Et donc, notre rapport avec eux, comme je disais tout à l'heure, en fait, quand Mad s'est monté, en fait, à l'origine, on avait, Mad s'est monté pour distribuer All Anime. Pendant longtemps, c'est vrai qu'on n'a pas eu cette volonté d'avoir d'autres éditeurs, c'est notre édition principale. Par contre, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé d'autres activités parce qu'on ne voulait pas dépendre que de la vidéo. Donc, c'est pour ça qu'on a développé le jeu de société, le produit dérivé. Et donc, effectivement, avec Olzianim, on a ce rapport particulier, on le connaît depuis très longtemps, et en fait, on travaille bien en amont sur les licences à acquérir, les éditions. Alors, Olzianim, en France, c'est 5 personnes. C'est une toute petite équipe. Olzianim a connu un gros changement il y a maintenant 3 ans, c'est qu'ils se sont fait racheter par Playon. Playon qui est un grand groupe, notamment dans le jeu vidéo, qui est une boîte allemande. La volonté de Playon, c'était effectivement avoir des éditions au niveau européen. Donc aujourd'hui, quand ils sortent des titres, ils le sortent aussi bien en Angleterre, en France, en Espagne, en Allemagne, pas en Espagne, en Italie. Et c'est pour ça que il y a eu on a vu l'année dernière, ils sont sortis un peu de l'animation japonaise, ils se sont mis à proposer des titres comme Godzilla, comme Arcane, comme les films de Laika. Donc ils ont vraiment fait évoluer leur catalogue, ils se concentrent plus totalement à 100% à l'animation japonaise. Ce qu'il faut ajouter aussi par rapport à All Anime, c'est peut-être mon réflexe parce que je viens de la musique, ils éditent des vinyles liés au manga qui sortent. Et donc, ils ont une belle collection qu'on distribue aussi et qui marche très, très, très bien. Il y a un travail éditorial assez chouette. Je trouve là, j'ai cet exemple de Your Lie in April avec un coffret, un premier coffret qui sort avec la première partie, et puis il y a la place pour mettre le deuxième. Voilà, c'est quand même bien foutu. Des boîtiers rigides. Alors certains vont dire oui, mais alors du coup c'est un peu cher. Mais on a vraiment des éditions qui tiennent la route.
qui sont localisés. Enfin bon, c'est un vrai travail. Donc ça, c'est 5 personnes en France qui s'occupent de ça en fait. Exactement. Bah, en fait, ce qu'ils voulaient, c'est s'approcher du standard japonais, parce qu'au Japon, il y a une vraie culture du support physique, et c'est vrai que quand ils sortent un produit en support physique, c'est pas que du boîtier classique Yamaha, donc il y a un vrai travail sur le coffret. Donc, leur volonté, c'est de se rapprocher le plus possible de ce qui peut se faire au Japon, et effectivement. Aujourd'hui, alors il y a des plateformes, la plus connue, Crunchyroll, qui diffuse des animés, mais de se dire, en fait, on va s'adresser à un public. S'ils veulent son animé, c'est un peu l'archiver, c'est-à-dire avoir la galette, mais aussi avoir un beau coffret, avoir des bonus, un livret. Et c'est vrai que ça, ils sont reconnus là-dessus et ils font un vrai travail. Un vrai travail sur le packaging, sur voilà. Alors le revers de la médaille, effectivement, c'est de dire ouais, mais c'est un peu cher, mais tout ça, ça a un coût peut-être amené à cette discussion, mais c'est vrai que aujourd'hui, ça ressort pas mal, mais on se dit, le support physique, c'est de plus en plus cher. Ah oui, on sort un film en 4K, ça coûte 50 euros. Bah oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est un coût. Déjà, il y a eu la crise du carton, donc effectivement, sortir un coffret rigide et tout ça, enfin, il y a 10 ans, ça coûtait pas grand-chose, et maintenant, ça coûte. En tout cas, c'est un réel coût. Et puis il y a tout le travail derrière, c'est-à-dire le fait de faire un doublage, le fait de produire des bonus. C'est vrai que certains coffrets peuvent avoir un prix assez élevé, mais en tout cas, c'est pas voler le consommateur. C'est-à-dire que c'est réellement ce qui a coûté. Et puis derrière, faut payer les gens, quoi. Faut payer les gens qui ont travaillé dessus, faut payer des distributeurs, faut payer le magasin qui l'a mis en avant. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, bon, là, on parle de l'animation japonaise, hein, où effectivement, on entend des fois, oui, c'est un peu cher, etc., etc. Juste par curiosité, qu'ils aillent regarder au Japon combien coûte un DVD versus la France. Un DVD dans l'animation japonaise ou un Blu-ray, c'est entre 60 et 80 euros le Blu-ray. Non, puis c'est vrai, il y a tout l'aspect éditorial, la recherche, la conception du packaging, etc., etc. Ça coûte un petit peu d'argent quand même. Matt qui veut donc passer le cap d'être éditeur, comment vous abordez cette question justement du rapport qualité-prix, de l'investissement et du prix final pour le consommateur? Nous, en fait, si c'est pour faire du DVD ou du Blu-ray, on n'a pas envie, en fait, de sortir parce qu'on a la possibilité d'avoir un film ou une animation ou un documentaire. Nous, ce qu'on veut, c'est que si on a décidé de se lancer là-dedans, c'est de faire du quali, du beau packaging, avec des bonus, avec des éléments additionnels, que ce soit du livret, d'interview, pourquoi pas figurines, etc. Aller jusqu'à un produit dit hybride. On a envie d'avoir des belles éditions, surtout sur des thématiques qui nous intéressent. Les thématiques qui nous intéressent, effectivement, au départ, c'est le documentaire, c'est le film de patrimoine aussi, de genre. Bien évidemment que si on avait la possibilité d'avoir un gros bloc et qu'on nous le donnerait, on le ferait. Mais notre politique éditoriale, c'est vraiment axé là-dessus. C'est-à-dire que des fois, on a des déceptions. On a envie de faire on a envie d'acheter ce type de documentaire. Donc on l'imagine, on le conçoit, c'est super beau et on questionne le retail avant de se positionner réellement. Et il dit c'est très très beau, mais Et là, c'est la douche froide. en termes de quantité, ça va représenter pas énormément. Les colonies, elles s'écroulent finalement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans le fait de proposer des éditions collector très qualitatives, etc., donc avec un prix un peu élevé, au moment où on veut faire découvrir une œuvre, par exemple, ou redécouvrir une œuvre, c'est quand même un grand pas pour payer, ça, c'est cher payer la curiosité, quelque part. Alors je vois que certains éditeurs, malgré tout, reproposent derrière des versions à marais, etc., comme les Gardiens du cinéma, ou même Le Chat qui fume. Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre quand même à trouver à cet endroit-là pour ne pas proposer que du quali, parce que l'envie de faire découvrir une œuvre risque d'être un petit peu douchée par le prix, en fait. En fait, l'équilibre, déjà, faut le trouver quand on propose un produit collector, c'est effectivement être au bon prix. C'est-à-dire effectivement être pas trop cher, parce que là, on se coupe totalement du consommateur et en fait, même le passionné va pas franchir le pas. Donc, effectivement, faut trouver ce juste milieu. Et je suis d'accord avec toi, c'est que Stéphane, c'est qu'il faut pouvoir
que le film soit accessible pour tout le monde. Parce que il y a une partie qui souhaite avoir un beau collector avec des bonus, avec des goodies, avec un livret, mais il y a aussi énormément de monde qui souhaite avoir juste le film, la galette, avec la meilleure qualité possible, vidéo et tout ça, mais et qui souhaite juste avoir le film. Bah, beaucoup l'ont compris, effectivement. Alors après, cité, en fait, il y a Roboto qui fait des super éditions et en fait qui nous confie après les en distribution. Voilà, puis en plus, je trouve que sont plutôt jolis. Ils utilisent, c'est du Scanavo avec comme ça, c'est transparent, il n'y a pas le boîtier bleu là qui est assez moche. Ça, c'est la vue perso. Mais donc voilà, mais ouais, je trouve que c'est effectivement important, c'est trouver ce juste équilibre et en même temps contenter ceux qui veulent du collector. J'ai l'impression que le juste milieu n'existe plus. C'est soit tu achètes une galette parce que tu veux le film, et que c'est plaisir de le ressortir de temps en temps, ou soit tu es assez fan du film ou de la série et le consommateur a besoin de quelque chose de le plus du plus quoi. Mais d'un autre côté, le porte-monnaie n'est pas extensible, donc c'est à nous éditeurs de bien comprendre la base fan et de savoir finalement ce qu'ils ont envie quoi. Moi, je me souviens, j'étais fan de certains titres et les éditeurs, ils proposaient des choses pas très intéressantes. Et aujourd'hui, je trouve que justement, les éditeurs sont beaucoup plus consciencieux. Ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc, ça monte un petit peu le niveau d'édition. Donc, c'est plutôt bien. Mais il y a quand même un plafond de verre. Au bout d'un moment, il y a des par exemple, je vais pas nommer des licences, mais il y a des collecteurs de gros films où le contenu est super intéressant, mais qui dépassent les 100 euros. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Ouais. Honnêtement, un collecteur d'un film où tu as des bonus, tu as un livret, tu as quelque chose d'intéressant, tu sais plus que comment le film s'est passé, etc., etc. Tu es sur du Blu-ray, pas aller sur du HD 4K, mais sur du Blu-ray, et tu proposes un coffret à 29 euros, avec une belle édition, rigide, etc. Moi, je trouve que c'est le bon prix. Tu vois, 29, 39 euros, suivant le nombre de galettes à l'intérieur. Après, quand tu dépasses à mon sens, quand tu dépasses les 49 euros, faut amener un goodie supplémentaire, faut amener une sacrée valeur ajoutée. C'est pour ça que je te dis, le milieu, n'existe plus, en fait. C'est soit tu mets quand même un petit peu d'argent parce que t'aimes la série ou t'aimes le film, un petit peu quand même, ou soit tu l'achètes histoire de regarder chez toi. Et puis de toute façon, il y a l'aspect digital derrière, tu peux regarder sur les plateformes, etc. Mais bon, après, il y a un revirement aussi par rapport à ces plateformes, c'est qu'il y a tellement de plateformes que si ton film, si tu veux voir des films dits de genre, bon, tu sais où aller, comme Université, ce genre de choses. Mais après, les abonnements cumulés, bah, ça te fait quand même un sacré budget par mois. Et puis, il y a la volatilité de ces catalogues, surtout. C'est que d'une plateforme à l'autre, même une plateforme spécialisée, elle a les droits pour un certain temps, et puis après, le film disparaît et est terminé. Si on n'a pas le produit physique et qu'on veut revoir ce film, bon, c'est raté. C'est ça. Et je voulais juste rajouter une chose par rapport au prix et les éditeurs. Alors, il faut savoir aussi que nous, alors, on sait parce qu'on travaille avec beaucoup de petites de structures, mais les frais de structure ne sont pas les mêmes sur un gros éditeur type Warner, Sony, machin, mais par rapport à eux, alors c'est sûr que des fois, on va se plaindre parce qu'il y a un film en 4K que Warner sort à 30 euros, mais bon, parce qu'en fait, c'est pas du tout les mêmes quantités produites, c'est pas du tout, ils sont pas du tout les mêmes moyens. Et effectivement, aujourd'hui, notamment sur l'UHD coûte très cher à développer pour un petit éditeur, il faut le savoir. Et effectivement, c'est compliqué après de pouvoir proposer le film à bas prix. Il faut bien se rendre compte, c'est-à-dire c'est consommateur lambda qui achète son film, il s'en fiche en fait d'où ça vient de l'éditeur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une petite structure où c'est quelqu'un passionné qui est tout seul chez lui ou autre, c'est compliqué parce qu'il a toujours avancé l'argent pour acheter les droits, et les coûts sont pas du tout les coûts sont pas du tout les mêmes. C'est pour ça que sur les prix peut-être vont être un petit peu plus élevés par rapport à de grosses majors, quoi. Donc alors après c'est aussi soutenir ces éditeurs, c'est-à-dire leur travail, parce que
c'est aussi grâce à eux qu'on pourra avoir des pépites, des films rares, et il n'y a qu'eux qui pourront ressortir des films parce que les grosses majors aujourd'hui, c'est pas là-dessus qu'ils iront en fait. C'est pas du tout, ils sont pas du tout plus du tout intéressés par ça. Donc alors c'est sûr que c'est un certain prix, mais il faut pouvoir soutenir ces petits éditeurs et je le dis, hein, c'est que ils volent personne. Hein, quand ils mettent même s'ils mettent un coup de frais à 100 euros, ils volent personne. C'est pas pour faire de l'argent. Et bien souvent, notamment sur les collectors, ils marchent très très peu. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant de votre actualité? On va commencer par l'historique Olzy Anime. Olzy Anime, le gros carton fin d'année dernière, effectivement, ça a été Arcane, hein, avec de magnifiques steelbooks qui sont sortis. Là, on a ressorti début d'année le 4K en édition simple. Donc, il y a la saison 2 qui va arriver. On ne sait pas quand, mais on espère, je pense que le fin d'année, on pourra le proposer. Ils ont début d'année, ça, toi Stéphane, hein, t'en as parlé en long en large, donc tu connais bien. C'est effectivement, on se parlait de support tout à l'heure en disant, en fait, c'est juste, même si ces types peuvent être, je pense pas qu'ils soient disponibles en streaming tout ça, mais c'est le plaisir quand on est fan d'avoir ces steelbooks. Enfin, c'est vraiment, les visuels sont magnifiques. Donc là, ils ont sorti, il y a le Coraline qui est juste ici là. Donc les quatre films de Studio Laika. J'espère que ils sortiront le 5e. Mr. Link. Donc ça, c'est pas encore du tout acté. Hein. C'est juste un souhait de ma part. Voilà. Dans l'animation japonaise, donc ils ont repris la série Bleach. Donc ça, c'est un peu fait partie de la trinité des shonen. Bleach. Alors Bleach dans les shonen des années 2000, il y a eu Naruto, One Piece et Bleach. Alors ce qui est marrant, c'est que Bleach, moi je l'ai vendu chez Kazé, qui était édité chez Kazé, et donc là je le revends. Donc là ils ont sorti l'ancienne série en Blu-ray, et ça c'est la toute nouvelle qui est diffusée sur Disney+. Donc là il y a le coffret, il y a un troisième qui est prévu sur la fin d'année. Donc comme tu disais, hein, c'est du boîtier rigide, c'est un petit livret, c'est à moitié. Alors ils utilisent beaucoup, j'aime beaucoup, c'est les boîtiers Scanavo où en fait il y a comment les full frame, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la bande Blu-ray au-dessus. Exactement. Et, le visuel prend toute la largeur. Comme magnifique édition d'Intersection. Voilà, je trouve ça vraiment génial. Et les boîtiers sont un peu plus rigides, un peu plus quali. Je reprends l'exemple de celui-là, Your Lie in April. Voilà, il y a pas de bande Blu-ray. C'est format Blu-ray, c'est la hauteur Blu-ray. Donc on pourrait penser que c'est un boîtier DVD, mais non, c'est un boîtier Blu-ray et il est full frame. Et encore une fois, on est sur des boîtiers beaucoup plus quali que le simple boîtier, c'est-à-dire qu'ils sont plus épais et ils durent plus dans le temps. Récemment, ce que je vais en parler, c'est un film que j'adore, Amer Béton, ressorti chez Olzy Anime dans une édition collector. Mais ça, il faut le voir, ce film, c'est une vraie pépite qui a la particularité, c'est réalisé par un Américain qui a bossé pour un studio japonais, qui était sorti chez Sony, il me semble, dans les années 2000, adapté d'un manga qui est édité chez Delcourt Tonkam. Voilà, bon, je vous conseille à tout le monde, ça c'est une vraie pépite à découvrir. Ce que je peux dire, ce qui va sortir, c'est qu'effectivement, ils ont récupéré les films de Mamoru Soda, qui étaient précédemment édités chez Kazé, qui vont sortir en 4K. Donc Soda, c'est quoi? C'est Les Enfants Loups, c'est Summer War, c'est La Traversée du Temps. Donc ça va arriver fin d'année. Ils vont sortir la série Cyberpunk, qui était diffusée sur Netflix, qui est normalement prévue pour cet été. Il y a Ghost in the Shell, les 2 premiers films en 4K aussi prévus chez Olzy Anime. On espère aussi fin d'année. Voilà ce que je peux dire sur Olzy Anime. Ensuite, il y a Dybex. C'est vrai qu'on peut parler de Dybex. Alors Dybex, on travaille avec lui depuis la fin d'année dernière. Alors Dybex avec Kazé, c'est les 2 éditeurs historiques. C'est même, je crois qu'ils sont arrivés à peu près en même temps, mais Dybex, c'est Cowboy Bebop, c'est Evangelion, donc et aujourd'hui ça a été fondé par Pierre Lévy, qui est aujourd'hui tout seul, qui gère, enfin bon, il travaille avec des stars, mais en tout cas depuis le début, ça combien de temps maintenant? Ça a à peu près presque 30 ans, et donc il continue, c'est un vrai passionné. Donc là récemment il a sorti les films de Kawajiri, je sais pas si tu connais Stéphane, ça avait fait
à l'époque de Manga Vidéo, qu'ils aient sorti les cassettes et puis après les DVD. Donc, alors, on est plutôt, alors, Kawajiri, c'est un réalisateur en années 80-90. On est sur des films assez sombres, très adultes, violents, beaucoup d'érotisme. Donc ça, en fait, c'était connu en France ça s'appelait La Cité Interdite. Donc voilà, donc ça, c'est des beaux coffrets, pareil, hein. Alors, c'est des beaux coffrets A4 avec un storyboard, un artbook et un steelbook à l'intérieur. Et donc, il a sorti ça au Edo 808. On prévoit aussi de ressortir Akira en 4K, qui sortira en les boîtiers Metal Case, c'est pas du steelbook, mais ça ressemble maintenant au steelbook. Il y a aussi les boîtiers steel case il y a beaucoup d'éditeurs qui ont annoncé, dont notamment Extra Lucide, là, qui sort le génial Monster Quad là, pour la fin d'année. Et donc on en proposera en 4K. J'espère là pour cet été il sortira. C'est un nouveau master? Pourquoi une réédition 4K d'Akira? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, il était déjà sorti, ce coffret. C'est un Master 4K, qui est plus du tout, alors, c'est un coffret collector qui est plus du tout, disponible. Et donc là, on ressort dans un boîtier, on ne peut pas dire steelbook, mais un boîtier métal, mais qui aura les mêmes caractéristiques qu'un steelbook, hein, c'est-à-dire, c'est la tranche qui est ici, hein, où on voit le titre. Je souhaitais de pouvoir le reproposer parce que celui-ci est en rupture et on est disponible nulle part. Il va sortir aussi le dernier film d'Evangelion. Alors, c'est Evangelion 3.0 plus 1.11. Bon, ils sont bizarres leurs titres. Donc, c'est le reboot des films d'Evangelion. Donc là, il sort le quatrième, donc en DVD, Blu-ray et 4K. Sortira en 4K et par la suite il ressortira les trois premiers. Il va sortir aussi en 4K la série Nadia et le secret de l'eau bleue et la série Max et compagnie qui m'a mouru Orange Road, je sais pas si tu connais. Donc, voilà, qui prévoit de sortir l'intégralité, la série plus le film Les OAV avec des gros coffrets A4 comme il sait bien faire. Il avait sorti en fin d'année, alors notamment toujours disponible, magnifique steelbook de Memory, le film à sketch d'Otomo. Il avait sorti les films d'un réalisateur, c'était le designer, excusez-moi mon accent, Yasuhiko, qui est notamment le designer de la série Gundam, qui en fait a réalisé ces trois films-là, donc notamment Venus War, je crois que c'est le film le plus connu en France. Il avait sorti Arion, qui revisite la mythologie grecque, pareil, dans un magnifique book. Toujours dans cette politique d'auteur, enfin en tout cas de films patrimoniaux, il va ressortir Mani Mani, qui est un film à sketch notamment un produit par Otomo qui a réalisé un des sketchs, et L'épée de Kamui de Rintaro, qui est un film d'animation un peu culte. Voilà, ça peut être tout pour Daivex, c'est déjà pas mal. Alors les films du Camélia, alors qui fait maintenant 2 ans qu'on travaille avec eux, qui nous ont fait confiance assez rapidement. Les films du Camélia, c'est ça, hein, magnifique coffret d'Ida Lupino. Et le Buñuel aussi, récemment. Il y a eu le Buñuel qui est là, effectivement. Le Buñuel qui est ici, qui sort au mois de juin, Chronos en 4K, dans un magnifique coffret. Là, je trouve que le visuel il pète, là, il est vraiment vraiment très très beau. Ils ont aussi en fait une collection de cinéma italien. Ils avaient sorti le premier, Bellissima. Donc un deuxième film qui va sortir. Alors je suis désolé, je sais plus le titre, je l'ai pas noté, mais en tout cas ils vont continuer cette collection Dolce Italia. Ensuite il y a les Gardiens du cinéma. Donc effectivement on avait proposé, alors la première édition c'est ça, hein, magnifique coffret Jeepers Creepers 2. En fait, eux, ils ont subi, je pense que tu pourras en parler avec eux, des problématiques de fabrication. On sort avec eux au mois de juin, le retour des morts vivants et Spaceball, la folle histoire de l'espace, en 4K. Le voilà. Très belles éditions, très qualitatives aussi, avec des futurs packs. Ouais, très bon. Voilà. Et on espère qu'ils pourront sortir d'autres projets, qu'ils auront d'autres projets. Mais donc voilà. Donc là, nous, on sort avec eux ces 2 films au mois de juin. On a eu Roboto, donc avec ces 3 éditions. Donc là, sur Roboto, pour bien préciser, vous distribuez les versions simples une fois que Roboto a sorti les collectors. Donc voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ça, je trouve que c'est une vraie bonne démarche de pouvoir proposer aux collectionneurs des superbes éditions très riches et puis de pouvoir quand même proposer
plus à des curieux ou à des collectionneurs qui ont peut-être des budgets plus serrés, ces films dans des éditions à Marais beaucoup plus simples, quoi, et moins chères. Exactement. Et puis, pour le moment, je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que sur des collecteurs, les marges sont faibles. Donc, en fait, lui, ça lui permet effectivement de proposer ces belles éditions collector en direct consommateur, en fait. Et quand ça marche, quand il est en rupture, en fait, il va proposer effectivement des éditions simples. Donc, comme tu le dis, en fait, on distribue uniquement les éditions simples, mais ils sont quand même quali, parce que c'est pareil. Alors là, il y a la petite bande, mais ça reste c'est pas du boîtier à marais, ça reste du Scanavo, donc avec un boîtier assez quali. Je trouve c'est un peu plus sympa en fait. Je trouve qu'ils sont assez classe avec le boîtier transparent. Puis le gros intérêt, je trouve, de cette démarche et de ce que vous proposez à ces éditeurs, c'est justement de rendre ces produits visibles de façon assez large, grâce notamment au circuit de distribution que tu as évoqué tout à l'heure, les Leclerc, les Cultura, les Fnac, etc. Parce que souvent, c'est un Roboto ou un Extra Lucide, ils ont une com effectivement qui est assez ciblée, qui est sur Internet, et ils ont leur newsletter ou leur site, leur page réseau, etc., les réseaux sociaux. Mais le grand public n'est pas forcément au courant de ça. Et là, d'un seul coup, on peut avoir ces produits qui sont mis en avant sur des circuits plus grand public. Exactement. Ensuite, on a Extra Lucide, les très sympathiques Karine et Patrice. Ouais. Donc là, récemment, on a sorti Bernie, avec notamment Jack Black. Donc ça, c'est sorti le mois dernier. Il y a eu aussi Fire in the Sky, qui est vraiment un film de science-fiction qui est génial. Je connaissais pas du tout. C'est vrai que c'est une vraie pépite. Ouais. Vraiment dans la mouvance de l'époque années 90, X-Files, les séries, une ambiance un peu complotiste et tout, quoi qu'on en revient un peu là, à ce moment. Leur gros projet de fin d'année, effectivement, c'est Monster Squad. Ouais. Qui ressort donc dans un boîtier steel case en 4K. Ils ont aussi, ils vont continuer à proposer les films de Dario Argento, les films beaucoup plus récents, les films après, tout ce qu'il a fait après les années 2000, il me semble. Très rapidement, c'est pas vraiment des nouveautés, mais effectivement avec MDC Film, même principe que Roboto, on en parlera après avec chaque film, mais effectivement, avec eux, ils ont une première vie sur leur site internet directement, en direct, et après, nous, on intervient beaucoup plus tard, donc effectivement, MDC Film, c'est le Dark Angel, qui est, je pense, celui qui a le mieux fonctionné de tous ces titres. On a ressorti une petite pépite aussi qui est Rush. Donc voilà. Et donc j'ai vu là alors là, c'était beaucoup films des années 80-90, films de genre. Notamment là, il a sorti un film, pareil, je sais plus le titre, mais un film de zombies français là qui était sorti au cinéma. Qui j'espère là qu'on proposera sur la fin d'année. Pour finir, pareil, tu les as eu en interview, donc tu connais bien, mais Bubble Pop. Oui. Ont sorti ces deux magnifiques coffrets Recherche Stéphane et André, et puis là le Requiem for a Dream, là, magnifique coffret collector, et une bête de Madonna qui sortent au mois de mi-mai. Ouais. Donc un gros collector et une édition plus simple qu'on Blu-ray. Petit mot pour le Shaki Film. Donc effectivement, on a une 50aine de titres qu'on va proposer d'ici la fin de l'année. Et en fait, on fonctionne par vague, une vague de 10 titres chaque mois. Et j'essaie de regrouper par thématique, donc plutôt drame, horreur. Et donc ça commence au mois de mai. Donc ça sera disponible dans toutes les grandes enseignes, Fnac, Leclerc, Cultura. Il y a aussi, on proposera aussi les films, toute sa collection des films de Catherine Breillat. Pareil, il y en a 2 qui sortent au mois de mai, 2 en juillet et 2 en septembre. Donc là, pareil, avec cette volonté de rendre tout ce catalogue accessible un peu plus largement que dans le secteur très, très serré des fans. Okay. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Stéphane. À bientôt.